Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Demain s'ouvre la dernière semaine avant les 2 mois d'été. On s'intéressera donc aux vacances des Belges, à vos vacances. Comptez-vous voyager? Si oui, avec quels moyens de transport? Et surtout, la flambée des prix de l'énergie a-t-elle changé vos habitudes? Réponse à toutes ces questions dans un instant. Nous verrons aussi que les touristes commencent à revenir chez nous, en Belgique. Après 2 ans de pandémie, les hôtels se remplissent progressivement, notamment à Bruxelles. L'actualité internationale et ce sommet du G7 en Allemagne. Au menu des grands dirigeants mondiaux, l'Ukraine et d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie. On en parlera en direct avec David Philippot qui est sur place. Quand un chien peut venir en aide à son maître diabétique, rencontre dans ce journal avec Link, un Golden Retriever aux facultés, vous le verrez, exceptionnelles. Et puis Tim Merlier est le nouveau champion de Belgique de cyclisme. Vous l'entendrez en fin d'édition. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans quelques jours, vous aurez peut-être la chance de profiter des vacances, que ce soit en Belgique ou ailleurs. On le sait, le prix de la vie a augmenté. Alors quels sont les choix faits par les Belges? Quelles destinations? Quels moyens de transport? Quel budget aussi? Reportage signé Anne Pollard, Martin Coulier. À quelques jours du début des vacances d'été, les Belges ont déjà planifié leur voyage. Pour beaucoup, ce sera destination soleil, du moins ceux qui ont la possibilité de partir. En Turquie, en avion. On est parti en Bretagne. Sur l'Espagne. Et vous partez comment? On part en voiture cette année, oui. Comme chaque année. Dans l'avion, ça va plus vite. On perd pas de jours. Quand on part en France et tout ça, c'est quand même plus facile d'aller en voiture parce qu'on peut vraiment aller d'un endroit à un autre. Avec le prix du carburant, c'est vrai qu'on hésite, surtout que moi j'ai l'habitude de partir en camping-car. Cette année encore, les Belges partiront d'abord en voiture. 48% d'entre eux ont opté pour ce mode de transport. En deuxième position, c'est l'avion qui séduit 37% des vacanciers. Pour ce professionnel du voyage, c'est bien l'avion qui reste le plus intéressant. Petite simulation. Par exemple, pour aller dans un hôtel à Lorette-des-Mars pour une famille, on va dire classique, 2 adultes, un enfant, on est aux alentours des 2 980 € pour un séjour qui est en avion. Il faut compter à peu près 300 € de différence pour aller en car, donc un petit peu moins cher. On est aux alentours des 2 650 €. Évidemment, quand vous prenez avec la voiture, là on est aux alentours des 1 780 €. Mais à ça, il faut rajouter quand même à peu près 600 à 700 € pour tout ce qui est carburant et payage. Et les gens préfèrent majoritairement partir en avion parce que on est plus vite là, ça peut être plus dépaysant, donc c'est plus sympathique pour eux, quoi. Si l'avion semble encore avoir la cote, 52% des Belges affirment faire attention à leur empreinte écologique lors du départ en vacances. C'est le cas de Marion. Cet été, elle se rendra en Écosse en train pour 540 € au lieu de 400 € en avion. Au niveau des inconvénients, clairement, c'est le prix qui parfois peut vraiment être beaucoup plus conséquent, d'où le fait justement de prévoir ça bien à l'avance. C'est vrai que ça prend plus le temps. Mais moi, cet inconvénient de prendre le temps, j'ai décidé de le transformer en avantage et de redéfinir le voyage et justement de prendre le temps. Et si vous avez envie de profiter des beautés de notre plat pays, la SNCB propose des tarifs avantageux et des trains supplémentaires tout l'été. On a mis en place de nombreux trains supplémentaires vers les différentes destinations touristiques, par exemple les parcs animaliers, les parcs d'attractions, mais aussi vers les différents festivals de musique et évidemment vers la côte. Que ce soit chez nous ou à l'étranger, en avion, en voiture ou en train, les Belges comptent bien profiter de leurs vacances. Et justement, cette semaine, on en a beaucoup parlé. C'était une semaine de grève dans le secteur aérien, chez Brussels Airlines d'abord, chez Ryanair ensuite. On se dirige a priori vers un retour à la normale. On va quand même vérifier. Bonsoir Anne Pollard. Vous êtes à l'aéroport de Bruxelles. Est-ce que tout est déjà rentré dans l'ordre ? Alors oui, Laurent, les opérations ont repris normalement déjà depuis ce matin. La grève ici chez Brussels Airlines, elle est terminée depuis hier soir. Les pilotes et le personnel de cabine se disaient épuisés, réclamaient une réduction de la charge de travail, un sentiment qui a été particulièrement amplifié à la reprise du tourisme après la pandémie. Et donc sur ces 3 jours de grève, au total 316 vols ont dû être annulés. Ça veut dire qu'ici à l'aéroport de Zaventem, seuls 2 vols sur 5 ont pu être assurés pendant la durée de la grève. Cela a donc entraîné des conséquences
vacances pour près de 40 000 passagers qui ont soit dû prendre un autre vol pour parvenir à leur destination, soit qui devront prendre un vol dans les prochains jours. Cela promet donc des vols très chargés cette semaine. Un mot encore de l'aéroport de Charleroi, lui aussi fortement impacté par la grève du personnel de la compagnie Ryanair cette fois, où les syndicats saluent la forte mobilisation du personnel. Pour eux, c'est un succès, cette grève. Mais là, on parle de 30 000 passagers impactés pendant ces derniers jours. Une situation qui pourrait être amenée à se reproduire. Les syndicats préviennent, si les entreprises refusent de dialoguer, il faudra envisager de nouvelles grèves cet été. Pour l'heure, dès ce lundi, un retour à la normale est prévu dans tous les aéroports du pays. Anne Pollard à l'aéroport de Bruxelles. Merci beaucoup Anne. Vous l'avez compris, il y a ceux qui quittent la Belgique pour l'étranger et puis il y a ceux qui font l'inverse, les touristes qui viennent chez nous pour profiter par exemple de la capitale. Dans les hôtels bruxellois, on constate en effet un taux d'occupation en augmentation, enfin après 2 années de pandémie difficile. Laurent Van den Berg. Dimanche matin, un air de vacances au petit déjeuner de cet hôtel. Des couples belges, des familles venues de l'étranger. Bruxelles est le premier stop pour ces Danois en vacances pour 3 semaines. Oh, we are going to see, of course, some of the old town on the Grand Place and maybe take a sightseeing tour with the bus and enjoy some good Belgian beer. It's very nice with no restrictions and you can sort of no worries about, is everything going to be cancelled? So you can just enjoy yourself and have a good time. À la surprise du secteur hôtelier, le voyage de loisirs a repris très vite. Les hôtels sont bien remplis, 72% d'occupation le week-end. En bref, les niveaux d'avant Covid. Donc il y a un engouement sur les city trips. On voit que les longs week-ends à Bruxelles ont été très porteurs. Et aussi les événements qui ont attiré du monde sur Bruxelles. On peut penser au Festival Core, on pense à Tomorrowland cet été. C'est très important pour la destination de poursuivre cette dynamique. Mais il y a une envie de voyager. Pour les voyages d'affaires, pour les entreprises, c'est encore différent. Là, on savait que la reprise serait un peu plus longue. Donc on n'est pas dans un retour à la normale. Côté business, en effet, la reprise est plus lente. Cet hôtel de l'avenue Louise le constate dans ses chiffres. Moins de réunions comme ici, d'événements ou de voyages d'affaires. Le business représente 5 jours par semaine, avec une manque de 20 à 30% d'occupation. C'est plutôt important. Les 2 jours du week-end avec nos clients loisirs ne rattrapent pas le retard de la semaine. À la réception aujourd'hui, c'est Sarah, une nouvelle recrue. Il y a 6 mois, elle n'avait jamais travaillé dans l'hôtellerie et vivait en Italie. Depuis, elle a pris ses marques. Dans les hôtels, de nombreux jobs sont disponibles. Ça m'a permis de connaître des cultures différentes de la mienne. Et ça aussi, j'adore le fait d'être vraiment toujours proche des gens. Ce groupe hôtelier compte 6 hôtels à Bruxelles et 30 postes ouverts, réception, bar, responsable commercial. Avec la reprise des réservations, le recrutement est un nouveau défi. Voilà qui nous amène à l'actualité internationale. On va faire le point sur la situation en Ukraine. Les Russes continuent leur offensive dans l'est du pays. Et ce matin, la capitale ukrainienne, Kiev, a été bombardée. Le point avec Olivier Boulinck. Une fillette, âgée d'à peine 7 ans, sortie des décombres. Ses pompiers lui promettent d'aller chercher sa maman après elle. Toutes les deux ont été prises au piège de leur appartement très tôt ce matin, quand les Russes ont bombardé leur immeuble, situé dans un quartier résidentiel de Kiev. Le maire de la ville s'est rendu sur place. Il a affirmé que les jours de l'enfant n'étaient pas en danger. Comme plusieurs civils évacués, elle a été hospitalisée avec sa mère. Aujourd'hui, les barbares russes ont continué de lancer des roquettes. Ils ciblent des immeubles et des jardins d'enfants. L'ennemi est comme Satan, il veut nous intimider, semer la panique et le désespoir. Mais unis, nous résisterons et gagnerons. Gloire à l'Ukraine. De son côté, la Russie assure avoir visé une usine d'armement à proximité immédiate de l'immeuble d'habitation. Elle affirme que les dégâts sont dus à un missile ukrainien de défense antiaérienne. En tout, ce sont 4 explosions qui ont retenti dans la matinée à Kiev. À 700 km de là, les combats continuent dans le Donbass. Le village de Zereks a été bombardé, plusieurs maisons sont détruites. L'aide humanitaire commence à apporter eau potable et nourriture. Il y a eu de l'aide humanitaire hier, du pain gratuit. Nous n'allons pas mourir de faim, nous allons survivre. Par contre, il est temps de mettre fin à la guerre. Pendant encore combien de temps allons-nous entendre les bruits des roquettes ? Nous sommes restés pour aider les personnes âgées. Je ne peux pas en parler sans pleurer. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Nous leur apportons de l'eau,
nous courons dans la ville à la recherche de pain pour eux. Le ministre russe de la Défense a annoncé que Severodonetsk était tombé. La prochaine cible de ses troupes est la ville voisine de Lysychansk, un verrou stratégique car la prise de cette localité permettrait aux Russes de contrôler la quasi-totalité de l'oblast de Louhansk, soit la moitié du Donbass. Et puis en Turquie, la police a arrêté des dizaines de personnes qui participaient à une marche des fiertés LGBTQ+. L'événement avait été officiellement interdit par les autorités, mais vous le voyez, des centaines de manifestants et de manifestantes avec des drapeaux arc-en-ciel s'étaient tout de même réunis. Vous voyez aussi que la police est intervenue. Une ONG sur place a dénombré 52 arrestations. Le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan est ouvertement hostile aux personnes homosexuelles. Toujours à l'étranger, demain s'ouvre la dernière semaine du procès des attentats de Paris. 6 ans après les faits, le procès entre donc dans sa toute dernière ligne droite. Bonsoir Laurent Van de Berg, vous avez suivi ce procès pour nous. Que faut-il attendre de cette semaine qui s'ouvre ? Alors cette semaine, Laurent, 2 journées nous intéressent particulièrement. C'est demain et mercredi. C'est la dernière semaine finalement de ce procès, le plus long de l'histoire française. 10 mois au total avec des interruptions liées au Covid de certains accusés. Mais le premier rendez-vous, c'est demain matin avec la place pour un dernier mot des accusés. Ils sont 14 hommes présents dans le box, dont Salah Abdeslam, le seul membre vivant des commandos terroristes. C'est leur dernière opportunité finalement de s'exprimer face à la cour. Ces mots, bien sûr, sont symboliques. Ils ne vont pas changer le cours du procès. Mais on peut imaginer, par exemple, un signe vis-à-vis des victimes, des arguments peut-être de défense ou alors du silence. Certains accusés en ont pris l'habitude. La deuxième journée, cette fois, ce sera mercredi. Ça, c'est vraiment le final avec le verdict. Il devrait être rendu en fin de journée. On connaîtra les peines de prison et surtout, on entendra les motivations du jury professionnel, puisque à Paris, il ne s'agit pas d'un jury populaire. Et justement, ces peines, elles pourraient être assez lourdes puisque c'est ce qu'a demandé dans son réquisitoire le parquet national antiterroriste, des peines vraiment sévères. Oui, des peines sévères réclamées notamment à l'encontre de Salah Abdeslam. Il risque la peine de prison à perpétuité avec une peine incompressible, bref, aucune sortie possible. Il faut savoir que c'est une demande qui est extrêmement rare puisque cette peine n'a été infligée que 4 fois depuis son introduction en 1994, notamment à un certain Michel Fourniret. Pour les autres accusés, en bref, 4 autres demandes de perpétuité et entre 6 et 30 ans de prison. Bien sûr, il s'agit de demandes et entre-temps, les avocats ont plaidé fortement pour défendre leurs clients. Le clap de fin, c'est vraiment mercredi dans ce procès historique et on se souviendra finalement beaucoup des témoignages avec 415 parties civiles qui se sont présentées et qui ont fait part de leur douleur sur plus de 2000 parties civiles représentées. Merci beaucoup Laurent Van de Berg d'être venu ce soir en plateau et on suivra ça évidemment. Cette semaine, encore une image dans l'actualité internationale. Regardez le sommet du G7 qui s'est ouvert ce dimanche. Les chefs d'État des pays les plus industrialisés de la planète se sont retrouvés ce dimanche en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Un sommet qui sera largement consacré à la guerre en Ukraine et à un éventuel élargissement des sanctions envers la Russie. En toute transparence, nous essayons toujours de joindre notre envoyé spécial sur place, mais on a un petit problème de connexion. En attendant, dans la suite de ce journal, nous irons au Unisound, le plus grand festival francophone d'Europe consacré aux personnes porteuses de handicap. Une question aussi dans ce journal. Comment recycler les batteries des véhicules électriques? L'enjeu est important et on en parle dans notre séquence Un œil sur demain. Et puis une rencontre avec des joueurs de poker belges qui vont s'envoler pour Las Vegas où ils disputeront un tournoi majeur. Rendez-vous en fin d'édition. Mais tout d'abord, donc, c'est une véritable problématique de société. Trop souvent, les grands événements, comme les festivals musicaux par exemple, ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Le festival Unisound veut changer tout cela en organisant un grand festival pour ces personnes. Sur place, le reportage d'Arnaud Pilet. Quelques notes de musique pour lancer un festival unique en Wallonie. Un événement 100% accessible pour les personnes en situation de handicap. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a toute une partie de notre bar, même la plus grande majorité, qui est accessible à quelqu'un qui est assis. Au final, ça ne complique pas la vie des personnes qui se tiennent debout, mais ça peut vraiment permettre à quelqu'un qui est en fauteuil roulant de pouvoir venir chercher une bière tout seul, sans avoir besoin d'aide. On réfléchit un peu plus en profondeur aux choses, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vraiment être faisables par n'importe quel festival.
Des solutions simples comme ces panneaux accrochés plus haut pour éviter les chocs à la tête pour les malvoyants. Un site sans aucune marche infranchissable ou encore les paroles affichées pendant les concerts pour les sourds et malentendants. C'est pas quelque chose qu'on fait normalement d'emmener nos bénéficiaires à des festivals, tout simplement parce qu'il y a du monde, parce que c'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui font qu'on est sûr que ça puisse se passer bien. Et ici c'est génial, on sait que quand on va arriver, on sera bien accueillis et qu'en fait il y en aura pour tout le monde. Le résultat, c'est une joie communicative pour tous les spectateurs qui sortent de leur quotidien. Émilie, explique-moi, t'aimes bien venir ici? Oh oui, c'est très chouette. Il y a plein de musique, ils adorent danser. On fait la fête, on boit un coup, et puis on papote avec des autres gens. Le plus important pour moi, c'est le karaoké, tu vois. Mais le but, c'est aussi inspirer les événements plus classiques. Ces dernières années, on a beaucoup de gens, en fait, notamment qui sont venus par exemple à notre festival découvrir un peu les différentes mises en place qui ont été réalisées, ou en tout cas qui ont reçu les conseils de boîtes en consultance pour l'accessibilité. Et donc de plus en plus de festivals mettent en place des choses, mais ça reste quand même assez limité. Et donc ça fait en fait un réel parcours du combattant pour des personnes parfois en chaise roulante ou avec d'autres types de handicaps pour venir à un festival. 3000 personnes sont attendues pendant 3 jours pour inspirer les autres à concevoir des concerts toujours plus inclusifs. Une rencontre à présent avec Link, un chien d'alerte qui prévient sa maîtresse diabétique quand son taux de glycémie est trop haut ou trop bas. Un comportement qui peut sauver des vies. Reportage de Pascal Claus, Benoît Huc et Marc Mélon. Tu pourras replanter tes annuelles après alors, Aaron, d'accord ? Annabelle Laguesse enseigne l'horticulture à l'école Saint-Joseph à Gers. Depuis une vingtaine d'années, elle est diabétique. Link, un golden retriever de 2 ans, est en permanence à ses côtés. Quand il sent que ma glycémie n'est plus en équilibre, donc soit j'ai ma glycémie qui est trop haute ou trop basse, il va aboyer, il me prévient et donc je peux à ce moment-là alors tester et prendre du sucre si c'est nécessaire ou peut-être faire une dose d'insuline supplémentaire si c'est nécessaire. Le chien se fond dans la masse des élèves qui sont invités à ne pas caresser l'animal. Il doit absolument rester concentré sur ma collègue et pour éviter justement qu'il soit déconcentré et qu'il ne rate pas entre guillemets une baisse de glycémie ou une hausse de glycémie, voilà, on demande aux élèves de ne pas le caresser et de ne pas trop le distraire. La présence de Link à l'école rassure les collègues d'Annabelle. On a déjà dû faire venir les secours pour Madame Lagasse qui avait une forte diminution de glycémie. Et donc la sécurité d'avoir un chien, parce que Madame Lagasse n'a pas toujours un adulte proche d'elle, nous rassure et le chien tire l'alarme au bon moment. Le chien a aboyé parce qu'il m'alerte. Ma glycémie vient de bouger, je me scanne, je vérifie. Et je suis à 156. Ça veut dire que ma glycémie est en train d'augmenter, donc je vais devoir être attentive. Link appartient à l'ASBL Mila, une association composée de familles d'accueil, de formateurs de chiens et de personnes à mobilité réduite. Comme chien d'alerte, Link reçoit 2400 heures de formation sur une période de 2 ans. C'est un chien qui a énormément d'empathie et donc il faut arriver à canaliser pour que le chien ne souffre pas de la situation d'Annabelle. Annabelle a son taux qui va baisser ou monter, le chien le ressent. Et c'est une souffrance comme pour elle. Donc le chien, il faut le guider et l'aider à accepter et à comprendre qu'il doit prévenir et qu'il fait bien son travail et que ça n'est pas quelque chose de grave. Pour ce spécialiste du diabète, les chiens d'alerte sont une plus-value pour le patient. Ça va probablement apporter au patient le fait qu'il va s'impliquer davantage dans sa maladie puisque c'est son partenaire qui va le prévenir. Un appareil n'est jamais qu'un appareil que doit utiliser le patient. Et s'il ne l'utilise pas car il n'accepte pas sa maladie, le chien, lui, va peut-être d'une manière plus conviviale faire accepter la maladie comme partenaire de la maladie. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est l'aspect de l'apport psychologique et l'aspect de travail de groupe finalement avec le meilleur ami de l'homme. À Verlaine, au siège de l'ASBL Mila, des chiots sont nés récemment. Un d'entre eux présente des aptitudes particulières pour alerter les patients touchés par une autre maladie, l'épilepsie. Et on va retourner un instant au sommet du G7. Ça se passe en Bavière, en Allemagne. Les grands dirigeants mondiaux sont là-bas. Je pense qu'on a également retrouvé David Philippot. David, clairement, l'Ukraine est vraiment au cœur de toutes les discussions.
Oui, et le bombardement de ce matin sur Kiev, le premier en 3 semaines, a coïncidé avec l'ouverture de ce sommet. Une attaque qualifiée de barbare par le président américain. Tout le monde l'a noté ici lors d'un entretien avec le chancelier allemand. Olaf Scholz a souligné que les missiles s'étaient abattus sur des immeubles d'habitation. Et d'ailleurs, la première mesure qui a été prise ici lors de ce sommet qui se déroule, vous le voyez derrière moi, au beau milieu des montagnes bavaroises, ça a été un embargo sur l'or russe. Au cours d'un entretien avec son homologue français, le Premier ministre britannique a mis en garde contre la tentation d'une solution négociée dès maintenant avec la Russie. La tentation, car ce serait donner à Poutine, je cite, le droit de causer une instabilité durable. Boris Johnson, qui comme les anglo-saxons sont favorables à des sanctions à court terme contre la Russie, alors que l'Allemagne milite de son côté pour un plan Marshall pour la restructuration de la Russie, de l'Ukraine, bien détruite après 4 mois de guerre, et l'Allemagne exhorte les 7 pays les plus industrialisés à agir de façon unie et déterminée face à la guerre d'agression menée par la Russie. Merci beaucoup David Philippot pour ce point en direct du sommet du G7. Et c'est à présent l'heure de jeter un œil sur demain. Avec cette question essentielle pour le futur, pour l'avenir, que faire des batteries de voitures électriques ? Pour l'instant, ces véhicules sont encore neufs, relativement neufs, mais d'ici 2030, on évalue à 500 000 tonnes le volume des batteries automobiles à recycler en Europe. Or, à l'intérieur, il y a des minerais à la fois très polluants et très rares. Alors, comment recycler ces batteries et ce qu'elles contiennent ? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans ce reportage d'Adeline Percept et de Thomas Chantepie. Des petits sachets comme ceux-ci avec à l'intérieur des métaux rares. Lithium, nickel, cobalt, c'est ce que contiennent les batteries de nos voitures électriques et ce sont ces métaux rares que ce laboratoire a décidé de recycler. Le procédé de recyclage est déjà rodé à une échelle semi-industrielle. Après avoir broyé les sachets, le laboratoire récupère une poudre noire qui est ensuite traitée dans ces cuves pour séparer les différents métaux. On va séparer ces différents constituants, les trier et récupérer ce qu'on appelle une black mass. Et donc dans cette poudre, on trouve le lithium, le nickel et le cobalt. Si on prend un pack comme pour le véhicule Zoé par exemple, on a une trentaine de kilos de nickel, à peu près la même chose en carbonate de lithium et une dizaine de kilos de cobalt. Sur le sol européen, les constructeurs automobiles dépendent aujourd'hui exclusivement de métaux importés. L'enjeu est très stratégique. Dans ce laboratoire, les éléments métalliques obtenus en fin de procédé sont de qualité optimale pour pouvoir être réutilisés dans de nouvelles batteries. L'objectif d'installer des capacités de raffinage de black mass sur le sol européen, c'est bien de conserver ces métaux stratégiques sur notre sol pour pouvoir les produire et les réintroduire dans la filière batterie. D'ici 2030, il devrait y avoir au moins 145 millions de voitures électriques en circulation dans le monde. Et la question d'une seconde vie pour les batteries devient cruciale. On peut imaginer qu'une fois que la batterie a fait sa vie dans la voiture, on installe la batterie pour d'autres utilisations, puisque la batterie a encore une certaine capacité de stockage. C'est ici en Normandie que l'expérience a d'abord été menée. Cette entreprise gère le stockage des données Internet de ses clients. Pour faire fonctionner ces armoires, elle a besoin de 60 kW par jour. L'énergie est apportée par ces panneaux solaires sur le toit, puis stockée grâce à des anciennes batteries de voitures. Explication. Vous pouvez voir devant vous 2 batteries qui permettent de stocker l'énergie en fin de compte photovoltaïque produite sur le site. Donc on a un cerveau qui se trouve juste derrière qui aujourd'hui vient gérer de manière intelligente cette énergie, stockée dans les batteries, qui est ensuite redistribuée au serveur. En fonction des usages, de la temporalité du jour, du nombre d'heures ou des besoins effectivement des serveurs. C'est la méthode du X-Storage. À mesure que les batteries en circulation devront trouver une nouvelle vie, elles pourront être installées comme ici, dans des hôpitaux, des entreprises ou même des maisons pour stocker l'énergie de sources renouvelables. On récupère de l'énergie qui est issue du renouvelable. Et par définition, le renouvelable est intermittent.
Le vent ne souffle pas tout le temps, le soleil ne brille pas tout le temps, il n'y a pas toujours des marées. Donc à un moment, il faut pouvoir récupérer cette énergie quand elle est disponible. En récupérant cette énergie, on va pouvoir la réutiliser à un autre moment. Une première expérience de taille existe à Amsterdam où le stade de football est en partie alimenté à partir de batteries de voitures. Avec cette même méthode de stockage et de redistribution intelligente, un test de 3 MW à grande échelle pour les bâtiments industriels de demain. Oui, on comprend l'importance de ces filières de traitement et de récupération des métaux issus des batteries, d'autant, Gwenaëlle de Kegeler, que ces ressources-là, elles ne sont pas infinies. Non, elles ne sont pas infinies et en plus on les extrait du sous-sol à grande vitesse normale. On en a besoin pour la transition énergétique et cette fameuse neutralité carbone que l'Europe s'est engagée à atteindre d'ici 2050. Alors il faut des métaux et terres rares pour les batteries des voitures, pour les aimants des éoliennes, pour les panneaux solaires, pour la production d'hydrogène vert aussi. Et selon une étude de la KU Leuven, l'Europe aura besoin d'ici 2030 de 35 fois plus de lithium, 26 fois plus de terres rares, 2 fois plus de nickel, 4 fois plus de cobalt, et on pourrait encore allonger cette liste. Et l'Europe n'est pas en mesure elle-même de répondre à cette demande ? Non, justement, c'est bien ça le problème. Nous sommes dépendants en Europe d'autres pays, comme la Chine notamment, et de plus en plus d'experts estiment que des problèmes d'approvisionnement importants pourraient se présenter chez nous d'ici à 2030. À l'heure actuelle, en Europe, on ne produit que 4 à 30% des métaux de base qu'on utilise. Alors on pourrait se dire qu'il est urgent d'ouvrir de nouvelles mines, même si la richesse de notre sous-sol est assez limitée, c'est peut-être une partie de la solution. Autre souci, dans la croûte terrestre de manière plus globale, certains métaux sont présents en abondance, d'autres se font beaucoup plus rares. Voilà pourquoi les filières de recyclage comme celles qu'on a vues dans le reportage sont capitales, tant pour notre indépendance que pour éviter d'épuiser ces ressources du sous-sol. Et justement, est-ce que ce recyclage, est-ce qu'il ne diminue pas la qualité justement de ces ressources-là ? Non, justement. En fait, en théorie, le recyclage des métaux peut avoir lieu à l'infini. Alors évidemment, on sait que c'est pas simple. Les métaux sont présents souvent en très petite quantité, très mélangés, donc c'est difficile à isoler. Mais la bonne nouvelle, toujours selon cette étude de la KU Leuven, c'est que grâce à la création de ces nouvelles filières de recyclage, l'Europe devrait être en mesure, d'ici 2050, de produire entre 40 et 75% de ses besoins en métaux et terres rares pour la transition. Merci beaucoup Alison pour cette séquence sport qui clôture ce journal. Tout de suite la météo de Stéphane Piedboeuf, suivi de l'émission Chiens et chats sans collier et de votre série Noces rouges. Excellente soirée sur la Une et je vous dis à très bientôt.